Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 127 du podcast Révèle ton potentiel. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. J'ai interviewé Ludivine, la fondatrice d'Happytrek, une agence de voyage digitale et qui est aussi la fondatrice de sa formation Devenir Travel Planner. Aujourd'hui, elle a deux casquettes. Elle est organisatrice de voyages sur mesure, ce qui a été une grosse partie de son passé d'entrepreneur depuis ces 7 dernières années. Et elle a une deuxième casquette aujourd'hui. Elle aide les personnes qui veulent se reconvertir au métier de travel planner grâce à sa formation Devenir Travel Planner. Elle les aide grâce à un programme en ligne, une formation, des coachings collectifs. Elle lance des cohortes plusieurs fois par an et elle les aide vraiment à faire le même métier que elle a fait pendant plusieurs années. On a eu un échange super intéressant sur son parcours. On est aussi revenu sur ses difficultés qu'elle a pu traverser, notamment au moment du Covid, du coronavirus, où tout s'est un petit peu arrêté pour le monde du voyage. On a parlé d'échecs, de difficultés, de challenges. On a parlé également de comment remplir des formations, comment remplir des cohortes plusieurs fois par an, comment réussir ses lancements, puisque aujourd'hui, du coup, elle est plus formatrice qu'organisatrice de voyage. Elle permet aux travel planners de faire le même métier qu'elle a pu faire avant et du coup, elle forme de plus en plus de monde sur ce métier-là. Elle devient une référence sur son marché. Elle nous a donné tous ses tips pour se rendre visible, mettre en place des actions commerciales pour recruter le plus de monde dans ses formations. Et on a aussi échangé sur la partie coaching business, se faire accompagner, rejoindre des masterminds. Je lui ai demandé quel budget elle alloue chaque année à sa formation à elle, à des coaching business, à de la formation pour elle, au mastermind qu'elle a pu rejoindre ces derniers mois. Je lui ai demandé un petit peu quelle part de son pourcentage de chiffre d'affaires ça représentait et c'était très intéressant d'échanger à ce niveau. Vous allez voir, Ludivine est une grande travailleuse, mais aussi une grande voyageuse. Elle a beaucoup de passion, elle a beaucoup d'hobbies et pour elle c'est très important et on a aussi parlé de comment concilier son travail et sa vie perso avec ses hobbies et ses passions. Elle nous donne ses meilleurs conseils pour justement arriver à avoir un équilibre entre les deux. J'ai testé un nouveau format dans cet épisode que vous allez pouvoir écouter en tout début d'épisode. J'ai fait des petites questions flash pour apprendre à connaître mieux mon invité. Vous allez voir, je teste, je vois. Si vous avez des idées pour moi sur un prochain épisode, sur une prochaine interview de questions flash à poser à mes invités, vous n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Je serai ravie d'écouter vos conseils et de poser les questions à mon futur invité. Je vous laisse avec Ludivine et si vous avez un retour à me faire, c'est avec grand plaisir. Hello Ludivine. Salut Fanny. Comment vas-tu? Ça va super. Et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Ludivine, je t'aurais présenté en amont de cette interview dans l'intro du podcast, mais je voulais simplement ajouter que je crois que tu es mon crush business de l'année 2024. Depuis que on s'est rencontrés, nous n'arrêtons pas de papoter et des fois c'est interminable. C'est un peu compliqué pour nous recadrer. Du coup, il était évident que tu allais intervenir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis d'ailleurs aussi intervenue sur ton podcast. Je t'en remercie pour cette invitation. Ludivine, première question. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Yes. Alors moi, je suis Ludivine, passionnée de voyage, de sport outdoor, et j'ai décidé il y a quelques années d'en faire mon métier. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage, indépendante. J'ai également créé ma propre agence de voyage, une marketplace pour aider des organisateurs indépendants à mettre en avant leurs offres de voyage. Et maintenant, depuis un peu plus d'1 an, j'accompagne des personnes pour les aider à elles aussi devenir travel planner. Je suis arrivée à la fin des 30 secondes. Merci. Je sais pas si j'ai tenu le timing. Oui, alors je fais semblant de mettre un chrono, mais en fait c'est juste pour faire comme un elevator pitch et timer, mais enfin
mettre un timer à mes invités pour leur mettre un peu la pression pour qu'ils puissent vraiment réduire. Puisque forcément, ma deuxième question qui suivra un tout petit peu plus tard sera sur est-ce que tu peux retracer ton parcours et comment t'en es arrivé là. Mais tout d'abord, je voudrais te poser quelques questions et c'est un nouveau format que je teste. Je voudrais juste que tu me répondes par la réponse qui toi te concerne. Donc, il y aura 4 petites questions. Est-ce que tu es plutôt eau chaude ou eau froide? Eau chaude. Est-ce que tu es plutôt végétarien, flexitarien ou vegan? Flexitarien. Est-ce que tu préfères podcast ou YouTube? Podcast. Objectif 6 chiffres ou 7 chiffres dans le business? 6 chiffres. 6 chiffres, ok. On va parler de ça. Donc, eau chaude, t'as hésité, eau chaude, eau froide. Tu préfères forcément les douches chaudes, mais parfois tu prends les douches froides? Ouais, c'est ça, exactement. Et alors en plus, il y a quelque chose que j'ai envie de tester depuis quelques années, c'est le renforcement par le froid. Je sais pas si tu connais. L'idée, c'est d'aller se confronter au froid. Alors ça peut être dans la neige, ça peut être. Alors j'ai fait l'année dernière un cours de yoga dans la neige en maillot de bain. Ça a fini vraiment plonger la tête la première dans la neige et c'était une super expérience pour avoir une résistance mentale, travailler sa résistance mentale. Et j'aimerais bien le faire dans la mer et puis un jour dans les lacs froids de montagne. Ce que je fais déjà l'été, mais en hiver, je trouve que c'est un challenge un peu différent. Voilà. Trop bien. La petite histoire. Concernant la dernière question qui était objectif 6 chiffres ou 7 chiffres, justement, je pose toujours une question à mes invités sur le podcast Révèle ton potentiel qui est si tu gagnais 1 million d'euros là tout de suite maintenant sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? D'habitude, tu donnes plus. Oui, mais là, tu m'as dit 6 chiffres, donc je vais pas non plus te donner... Ok, D'accord. allez, 5 millions d'euros. Non, je blague. Alors, ce que je ferais, c'est déjà d'investir dans ma propre entreprise pour pouvoir justement avoir une équipe qui soit avec moi dans le projet pour pouvoir le pousser à son maximum. L'idée, c'est, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais proposer des alternatives au tourisme actuel. Et ça, je peux pas le faire seule. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir investir dans l'équipe, parce que j'ai quand même souvent été seule précédemment dans mes expériences précédentes. J'investirai aussi dans des projets qui ont du sens pour moi, que ce soit des projets liés à l'entrepreneuriat ou des projets associatifs, ce que je fais déjà, mais je le ferai davantage. J'investirai aussi dans ma résidence principale parce que je suis dans le sud de la France et ça coûte cher. Donc le studio, ça commence à être un peu limité en termes de place pour ranger mes joujoux notamment. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Avec 1 million d'euros, on peut pas faire énormément non plus. Hein. Ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit objectif 6 chiffres dans le business? Quelles sont tes envies et comment tu vois les choses? Disons que pour moi, le chiffre d'affaires, c'est pas un objectif. C'est vrai que surtout dans le business de la formation, on voit souvent des objectifs, 1 million objectifs, 7 chiffres, etc. Toujours plus, toujours plus. Moi, mon objectif, c'est déjà de mener la vie qui correspond à mon lifestyle idéal. Moi, je travaille pour vivre et je vis pas pour travailler. Donc, du coup, ça peut être effectivement objectif 7 chiffres. Je sais pas si le jour où je les atteins et si je peux y aller, j'irai. Mais en tout cas, ça sera pas au détriment de ma vie personnelle parce que c'est une erreur que j'ai fait précédemment et je suis pas prête à le refaire. Donc, voilà. Ok. Très clair. Et justement, je pense qu'on va pouvoir aussi approfondir sur ça. J'aimerais bien que tu retraces ton parcours, Ludivine, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ta propre agence par la suite et aujourd'hui maintenant que tu fais de la formation. Comment t'en es arrivé à faire tout ça? Est-ce que aussi l'entrepreneuriat était quelque chose que vraiment qui te bottait, que tu avais envie de tester ou t'as besoin de liberté ou en fait quel était vraiment ton moteur aussi à tes débuts? Alors déjà, j'ai un papa entrepreneur. Du coup, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat
depuis que je suis enfant, parce qu'il a monté son entreprise, j'avais 4 ans et demi. Donc j'ai vu les bons côtés, mais aussi les mauvais. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, j'avais pas mesuré à quel point il y avait quand même ces côtés, certains mauvais côtés que j'avais pas forcément pris en compte, en tout cas pas mesuré. Mais voilà, je baignais dans l'entrepreneuriat. J'ai un peu de mal avec l'autorité. Ça veut pas dire avoir du mal. J'ai pas du mal à respecter les règles parce que je trouve qu'elles sont importantes pour pouvoir cadrer et puis avancer dans la bonne direction. Mais voilà, j'aime bien faire les choses à ma façon. J'ai plein d'idées et j'aime bien pouvoir les tester, voir ce qui fonctionne et puis faire les choses un peu à ma façon. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai passé un peu plus de 10 ans à occuper différents types de postes. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les toutes les missions que j'ai eues, mais c'est principalement en développement commercial et en com marketing. Alors, c'était des postes qui m'ont épanouie à certains moments. Il y avait du challenge, il y a eu aussi du management d'équipe. Voilà, c'est des missions qui me plaisaient, mais à un moment donné, j'ai toujours été confrontée au plafond lié à la hiérarchie en fait. Il faut toujours faire ses preuves pour pouvoir monter, d'autant plus je trouve quand t'es une femme, même si finalement ça m'a jamais trop empêché d'évoluer parce que j'ai le caractère qui est le mien et qui fait que je me laisse pas faire. Mais il y avait toujours cette contrainte de devoir faire les choses selon ce qu'on te dit en entreprise. Et ça m'a quand même toujours posé problème. J'avais aussi envie de pouvoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mener ma barre comme je l'entendais. J'avais pas envie de devoir vivre à tel endroit pour le travail. Voilà, faire des compromis sur tous ces aspects-là, c'était problématique pour moi. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est devenu un peu comme une évidence. Et en fait, l'expérience que j'avais avant que tout bascule, on est en 2016, j'occupe un poste de directrice d'agence commerciale dans les télécoms. Donc mon job concrètement, c'était d'encadrer une équipe de commerciaux terrain et on vendait des produits télécoms pour les entreprises. Donc on était en B2B. Donc j'avais une partie commerciale où moi j'allais m'occuper des clients plutôt grands comptes, une partie recrutement, management et puis accompagnement. L'idée, c'était de faire grandir l'équipe. Et ça me plaisait beaucoup, ce côté managérial, mais ce côté, aider les gens à monter en compétences. Donc voilà, le job me plaisait en soi, le salaire très confortable, voilà, tout ce qu'il faut quand t'es la petite mallette, le package du cadre, voiture, etc. Mais j'étais pas du tout raccord avec les valeurs de la boîte. En fait, je pensais naïvement que les choses allaient changer. C'est pas une boîte qui était très réglo avec tous les clients. Et alors, vu mon nom de famille qui est Truand, du coup, j'avais pas forcément envie. C'est vite l'amalgame est fait. Donc, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter avec cette entreprise. Ça s'est pas fait tout de suite parce que rupture conventionnelle, c'est toujours un peu compliqué, ce qui est un petit peu dommage et une grosse erreur pour les entreprises parce que parce qu'en fait, je suis partie avec une partie de l'équipe. À ce moment-là, j'avais pas encore totalement pour idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire par moi-même. J'avais envie d'avoir une activité indépendante et en fait, j'avais peut-être cette espèce de syndrome pas de l'imposteur, mais je me disais il faut être un peu plus âgé, avoir plus d'expérience pour pouvoir lancer sa boîte. À l'époque, j'avais 26, 27 ans. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est faux, mais à l'époque, il y avait tout ça. En 2016, 2017, il y avait quand même beaucoup moins de personnes qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas eu cette vague du Covid. Du coup, j'ai été commerciale en transaction dans l'immobilier. Du coup, ça s'est bien passé. J'avais des bons résultats, l'équipe était sympa, mais en fait, au bout d'un mois, j'avais plus envie d'y aller. Vraiment, je pleurais. J'avais pas envie en fait. Je me voyais pas faire ce métier-là toute ma vie. C'était cool de vendre, mais il y avait, je sais pas, ça manquait de challenge, de sens pour moi. Et là, je me suis dit allez, je vais appuyer sur pause. Parce qu'en fait, j'avais enchaîné les expériences professionnelles, tu vois. J'avais jamais pris de pause, en fait, dans les études, dans les expériences pro. Et à un moment donné, je pense que c'est important de revenir à soi, de se dire, OK, je suis pas obligée de tout le temps bosser. Je peux aussi faire une pause pour savoir un peu ce que je veux. Du coup, c'était 2017. Alors, j'ai créé un blog. Pas un blog de voyage, mais un blog de cuisine. Parce que j'adore manger aussi.
qui s'appelle La saison en cuisine. Et l'idée, c'était voilà de mettre en avant certaines recettes qui me plaisaient. Et puis, il y avait déjà ce côté, on va dire, un peu pédagogique, parce que quand j'écrivais une recette, j'avais envie de partager aussi quels sont les bienfaits de tels aliments, pourquoi en fait on va choisir tels ingrédients, telle recette plutôt qu'une autre. Et mine de rien, c'est ce blog qui m'a fait découvrir un métier sur lequel je me suis formée dans le cadre d'une première reconversion, qui est la naturopathie. Parce que quand j'écrivais des articles, bah, tu vois, je faisais plein de recherches dans des bouquins, sur des sites, sur des blogs, etc. Et en fait, bah, j'ai découvert la naturopathie en 2017. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être intéressant parce que ce que j'aimais, c'était le fait de pouvoir accompagner des personnes à aller d'un point A à un point B, en fait, à résoudre une problématique. Plutôt liée à l'alimentaire, mais finalement au bien-être de façon générale. Mmh. Et voilà, j'ai décidé de me former. Donc, j'ai pris une formation sur 1 an, en présentiel, en intensif. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai développé plein de projets. J'avais toujours mon blog, j'organisais des événements avec des blogueurs, des influenceurs de l'époque, en collab avec des marques. J'avais créé des événements de réseautage avec d'autres produits bien-être. L'événementiel, ça m'a toujours plu. Et puis, comme j'aimais voyager, et pas forcément comme tout le monde, tu vois, en backpack, en woofing, j'allais chez l'habitant, tout ça, et ben en fait, j'avais des personnes qui me demandaient des conseils. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le métier de travel planner. Alors à l'époque, on n'entendait pas du tout parler du métier de travel planner, mais en fait, je donnais des conseils voyage que j'ai commencé à faire payer. Bon, je savais pas quel prix fixer, mais voilà, c'était un petit peu pour tester déjà. Donc ça, j'ai fait toutes ces activités en parallèle de ma formation en naturopathie. Et en fait, à la fin, on va dire l'été 2018 plutôt, au milieu de formation, je me suis dit, et pourquoi pas lier le voyage avec la naturopathie, le bien-être. Et je me rappelle bien de ce moment où j'ai eu cette prise de conscience, ce déclic, parce que en fait, je m'étais inscrite à un séjour, à un trek de 5 jours dans les Alpes, entre la Vanoise et la Tarentaise. C'était juste trop beau. Et comme j'ai quand même beaucoup d'énergie, j'étais assez voilà, soit devant le groupe, soit derrière pour motiver un peu les troupes. L'un des guides m'a dit, mais tiens, pourquoi t'en ferais pas ton métier, combiner la rando et puis la naturo. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai imaginé mon premier concept de séjour qui s'appelait Détente et Détox. Et l'idée, c'était de proposer des parenthèses bien-être et outdoor, donc avec des activités en pleine nature, la rando, par exemple, à des personnes qui étaient la moi de l'époque, tu vois, cadre stressé, qui a pris des kilos et qui a plus de temps pour elle. Voilà comment je suis arrivée dans le secteur du tourisme. Pour la première partie, déjà. Ouais. Pour la première partie, puisque après, donc, tu as développé une deuxième activité qui est la formation Devenir Travel Planner, donc qui forme au même métier que toi, tu as pu expérimenter. Je voudrais juste revenir sur Happy Trek. Happy Trek, pour moi, j'ai connu avant même de te connaître. Je pense que tu as fait un très gros travail de référencement, puisqu'il y a eu une période où, quand j'étais dans le développement personnel, je voulais référencer mes séjours bien-être que j'avais pour idée de faire un jour sur des plateformes un peu comme les tiennes, tu sais, genre Zen & Go ou des choses comme ça, enfin, ou retraite yoga, je sais pas quoi, bookyourretraiteyoga.com, enfin, je sais plus trop. Et je me rappelle être tombée sur la tienne et je m'en rappelle très bien, à tel point que quand on s'est rencontrés là, il y a quelques mois, ça m'a vraiment marqué, en fait. Qu'est-ce que tu penses qui a fait quand même le succès d'Happy Trek? Où as-tu mené ce projet? À quel point? Est-ce qu'il y a eu un point où l'industrie du voyage a pris un coup avec le Covid, ou alors toi, tu avais aussi développé beaucoup ton chiffre d'affaires et tu avais envie de passer à autre chose. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as mené ce projet-là déjà à bien en premier lieu? Comment ça se fait qu'on tombait bien dessus, tu étais bien référencé, et qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué juste après? Déjà, je suis super contente. Je savais pas que tu connaissais Happy Trek avant notre échange, donc c'est chouette. J'avais déjà, je t'en ai pas parlé l'autre jour, non, je t'avais dit qu'une amie devait référencer sa retraite, mais oui, j'avais déjà, je te jure, je pense que j'ai même des mails, ou je sais plus, faudrait que je retrouve dans mes anciens mails, mais ça date d'il y a 3 ans, je crois, déjà 3 ans. Ok. Oui, parce que la deuxième partie de l'histoire, c'est que, en fait, quand j'ai voulu, voilà, j'ai organisé mon premier séjour, le premier concept. Alors, c'était sur une base de week-end. En fait, j'avais tout monté, et là, j'ai une de mes connaissances qui est prof de yoga à Cannes, qui me dit, mais attention, Ludie, tu peux pas, en fait,
organiser un voyage, le vendre comme ça, parce que il y a une réglementation en France, il faut que ça passe par une agence de voyage. Alors moi, j'y connaissais rien, comme beaucoup de professionnels du bien-être, du sport. Et du coup, naïvement, j'ai appelé des agences de voyage. Je sais pas, j'ai dû appeler, je sais pas, Marmara, Thomas Cook, Club Med, enfin des trucs comme ça, quoi. Maintenant, évidemment, je ne ferai pas, j'irai pas vers ces agences parce que c'est, voilà, pas vers elles qu'il faut se tourner pour pouvoir, on va dire, commercialiser un séjour non organisé par ces agences. Et du coup, tout le monde m'a refusé, en fait, m'a dit, mais vous êtes qui? Non, ça ne marchait pas. Et donc, en fait, je me suis dit, oula, moi, j'ai pas envie de créer une agence de voyage. On était en 2018. En fait, j'allais terminer ma formation. J'avais plein d'idées en tête. En plus, à l'époque, je venais de me séparer. Il fallait que je remonte dans le Nord. Enfin, c'était pas possible. Du coup, j'ai repris un CDI, bref. Et en fait, 2019, j'étais au fond de mon lit. Hein. Franchement, j'étais pas bien salariée. Franchement, j'avais tout donné pour avoir ce job qui était, c'était un peu délégué pharmaceutique, mais pour un laboratoire de compléments alimentaires naturels. Je vais pas diffuser le nom ici, c'est pas l'objet. Mais en fait, j'avais tout donné pour avoir le poste. J'ai eu le poste et en fait, au bout d'1 mois et demi, ça me plaisait pas. Moi, je fonctionne beaucoup par challenge. Et bref, et en tout cas, je me suis dit, bah non, là, il y a pas à faire. Il faut vraiment que j'aille vers un projet qui me tienne à cœur. Donc, du coup, j'ai ressorti des cartons qui n'étaient pas plein de poussière, hein, parce que ça faisait à peine quelques mois que j'avais préparé ce premier séjour. J'ai ressorti ce séjour et je me suis dit, bah en fait, face à cette expérience et puis en lien avec le réseau que j'avais développé d'autres professionnels du bien-être, il y a deux constats. Le premier, c'est que en fait, il faut trouver suffisamment de personnes pour remplir le séjour, parce qu'il y a une question de rentabilité, donc il faut le faire connaître. Et deuxième problématique, c'est la réglementation. Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver une agence qui accepte de travailler avec toi, les conditions, etc. sont pas forcément claires. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé le double concept qui était la plateforme et l'agence de voyage que j'ai créée sous la marque Happytrek. Donc Happytrek, c'est une marque que j'ai créée en avril 2019. Ensuite, j'ai développé une agence de voyage. J'ai eu mon immatriculation en mars 2020. Je te parle après de justement la période Covid. Et en parallèle, j'ai développé une marketplace dont l'objectif, c'était justement d'aider les thérapeutes, comme toi ou comme d'autres, à mettre en avant leurs offres de voyage. C'est comme ça, à mon avis, que tu m'as du coup découvert. Oui. Et donc, marketplace mise en ligne le 1er décembre 2019. Alors, j'avais fait un travail de com avant, notamment sur les réseaux sociaux. J'avais déjà créé un blog auparavant, donc tu vois, le SEO, c'était pas totalement inconnu pour moi. Donc, ça, je pense que ça a été quand même une force d'avoir quelques connaissances sur la com. J'ai aussi des diplômes en communication et marketing, donc voilà, c'était quand même, ça aide la formation. Et donc, j'ai fait un gros travail de référencement sur le site, de com aussi, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., dans la presse. Et c'est ça, je pense, qui a contribué à développer le projet. Mars 2020, donc, je fais un salon du bien-être à Marseille. J'étais trop contente parce que là, il y a quelques personnes qui sont venues me voir. Elles sont venues au salon exprès pour Happytrek et pour moi. Donc là, j'étais super contente. C'était le week-end du 6 au 8 mars. Je venais juste d'avoir mon immatriculation tourisme pour pouvoir vendre les voyages. Et je sais pas, une semaine après, on était confinés. Donc, génial. Je te dis que là, j'étais quand même un peu au bout de ma vie, même carrément, parce que ça faisait 1 an que je préparais le projet. Ça faisait plus d'1 an, en fait, que je l'avais en tête. Et là, je me dis, super, on est tous confinés, comment faire? Pendant 15 jours, j'étais en off. Et puis après, je suis repartie de plus belle. Donc, j'ai continué à communiquer autour de la marque. J'ai créé une journée en ligne autour du bien-être. J'ai fait en sorte de faire un peu de chiffre d'affaires comme on pouvait le faire à cette époque-là. Et puis finalement, j'ai maintenu une communication. J'ai continué à développer des partenariats avec des professionnels du bien-être et du sport. J'ai continué à produire mes voyages. J'étais un peu sous tous les fronts. Et puis, en fait, en mai, c'était le 11 mai, je crois, 2020, quand on a enfin pu sortir de notre prison, tous et toutes, quasiment, et en fait, j'ai commencé à refaire des ventes, en fait, de voyages. Donc finalement, ça a bien fonctionné parce que j'avais un positionnement sur la nature, parce que l'idée, c'était vraiment de valoriser les séjours en pleine nature, ou au plus près de la nature, qui plus est, enfin, tout du moins, sur du côté bien-être et du côté sportif. Donc, majoritairement en France, principalement, c'était dans l'ADN de la marque,
faire 70% des séjours en France, 20% en Europe et 10% au monde. Et finalement, c'est toujours resté sur la France et de l'Europe proche, parce que l'écologie a toujours été important pour moi. Et ça me tenait à cœur d'avoir cette valeur dans la boîte. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, donc 2020, 2021, 2022. Et 2022, en fait, j'avais des nouveaux concurrents. J'ai des concurrents qui avaient énormément de moyens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans le tourisme, on n'a pas du tout les mêmes marges que dans d'autres activités. Pas du tout non plus les mêmes marges que dans la formation. Quand tu vends ta prestation, c'est évidemment une marge quasiment à 100%. On a des marges qui sont autour de 10 à 20%, on va dire. Donc c'est quand même pas énorme. Donc il faut faire beaucoup de volume pour pouvoir avoir une rentabilité. Donc le chiffre d'affaires était là, tu vois, sur l'espace d'un an, donc de mai-juin 2020 à juin 2021, j'avais atteint le palier symbolique des 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais avec une marge qui était quand même pas top. Donc ça a été une contrainte, parce que pour développer l'entreprise, pour pouvoir recruter, faire de la pub, etc., il faut des fonds. Donc soit tu les as en apport, moi j'avais pas non plus énormément d'apport personnel, soit tu fais ton chiffre. Et là je me suis dit, 2022, pour développer davantage la marque, soit il faut que j'aille chercher des fonds. Donc soit je vais faire une levée de fonds, mais j'avais absolument pas envie d'aller vers ça. Je me suis renseignée, j'ai un mentor, si je puis dire, qui aide des entreprises justement à trouver des investisseurs. On en a parlé longuement, plusieurs fois. Mais moi, la liberté me tient à cœur. Faire dans ma boîte les choses comme je l'entends, ça me tient à cœur aussi. Et du coup, c'était pas du tout la solution faite pour moi. Une autre solution a été envisagée. C'était celle du collectif. Parce que, tu vois, quand j'ai développé le projet, le collectif était déjà là. Le fait d'aider d'autres entrepreneurs, d'autres travel planners à faire connaître leur activité, c'était basé sur le collectif. Et ça m'a toujours tenu à cœur. Je pense que ça fait vraiment partie de mes valeurs, de moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un réseau de travel planners qui serait rattaché à ma marque. Sous une forme de licence de marque, par exemple. Un peu comme un système de franchise, mais moins contraignant. La franchise, c'est assez lourd. Et du coup, début 2022, j'ai lancé ce projet. Donc, j'en ai parlé sur LinkedIn, Indeed. J'ai eu pas mal de personnes intéressées. J'ai dû faire des entretiens avec une trentaine de personnes. Et j'en suis vite arrivée au constat que c'était chouette, il y avait un vrai intérêt. Beaucoup de personnes, que des femmes. C'était pas un choix, mais c'était juste là. Avaient envie de porter le projet avec moi parce qu'il y avait des valeurs, parce que il y avait aussi cette liberté apportée par le métier de travel planner, etc. Mais en fait, ces personnes, il fallait que je les forme. Alors, j'ai commencé à former des personnes qui s'intéressaient à la plateforme, qui voulaient notamment proposer leur séjour sur la plateforme depuis 2020. Mais je le faisais à petite échelle parce que, tu l'as compris, j'avais déjà plein de casquettes. Ma production de voyage, la marketplace, c'était déjà très lourd à gérer en plus de la com et tout le reste. Donc, je formais déjà depuis 2020, mais ça se comptait sur les doigts de deux mains, quoi. Donc, j'ai formé quelques personnes, mais quand même pas de façon très structurée ni digitalisée. Donc, 2022, je me dis, oula, j'ai la production des voyages, la marketplace, le réseau à développer, là, je pète un câble, en fait. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je marque une pause, parce que je travaille du lundi au dimanche, c'est pas la vie que je veux, je suis pas devenue entrepreneur pour ça, et du coup, j'ai décidé, dans un premier temps, d'arrêter la marketplace. En plus, il y avait une nouvelle réglementation en mai 2022 sur les marketplaces, donc c'était un peu contraignant de tout changer le site. J'ai gardé la production de séminaires que j'avais déjà signés, quelques voyages sur mesure, et finalement, octobre 2022, j'ai décidé d'arrêter l'agence de voyage. Entre-temps, j'avais encore mon site, c'est ma marque, donc du coup, j'avais gardé mes réseaux sociaux, le site, etc. Et en fait, depuis 2021, j'avais une page sur mon site formation travel planner, quoi. Et là, j'ai une personne, Erika, qui m'envoie un mail. Alors, elle m'a pas envoyé un mail, elle m'en a envoyé plein. Moi, je répondais pas, c'était l'été, j'étais en vacances, quoi. Je dis, c'est bon, quoi. Lâchez-moi. Et en fait, elle a insisté, je me suis dit, bon, allez, je vais voir ce que je peux faire pour Erika. Et du coup, on a échangé et j'ai décidé de l'accompagner pour l'aider à créer son activité de travel planner. J'avais une petite base de contacts, une trentaine de personnes qui m'avaient laissé leur mail parce qu'elles étaient intéressées pour ça. Donc, j'ai fait un petit peu de mailing en, septembre, octobre 2022.
Oui, 22. Et puis une troisième personne a été intéressée, donc je les ai accompagnés. Et c'est comme ça que je suis allée vers le développement de mon offre de formation. Et au début, moi, je me suis dit, en fait, je vais accompagner, je sais pas, 15, 20 personnes à l'année, quoi, et on verra. Et donc, j'ai lancé ma première rentrée collective en février 2023. Donc là, ça fait 1 an maintenant, au moment où on enregistre cet épisode. Et j'ai eu mes 9 premières élèves que j'ai formées. Et puis, j'ai fait d'autres rentrées. On pourra parler de ça par la suite. Donc, au départ, j'étais repassée en micro-entreprise. Finalement, ça a bien fonctionné. Je suis repassée en société parce que c'est quand même un super statut. J'ai passé la qualification pour obtenir la certification Calliope en juillet 2023. Et puis voilà, maintenant, c'est mon activité, je peux dire, principale, même si je garde cette activité d'organisation de séjours sur mesure et de séminaires outdoor. Voilà, Fanny, je crois que tu sais plein de choses là. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu as inversé la tendance sur tes deux activités. En effet, tu n'es plus dans la délivrabilité de, je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas, de voyage et de voyage sur mesure, mais plutôt de former les gens à faire ce métier-là. Mais en tout cas, tu gardes quand même à côté un peu ça. Tu parlais que la période du Covid a été quand même assez compliquée, surtout que tu étais en plein lancement et que tout devait se lancer. C'est quoi ton rapport à l'échec, toi? L'échec ou alors l'apprentissage que tu peux en tirer de cette période-là? C'est quoi ton rapport à ça, toi? En fait, tu sais, c'est pas que j'ai du mal avec l'échec, j'ai du mal avec le concept d'échec. Pour moi, l'échec, c'est plutôt une leçon que tu peux tirer d'un événement qui a pas forcément fonctionné comme ce que tu pensais. Alors je sais pas d'où je tire ça, mais pour moi, le fait d'avoir, tu vois, dû liquider mon agence de voyage, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Si je l'avais pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui. Le Covid, c'est pas un échec, c'est une claque monumentale quand c'est pris. Je vois pas vraiment les échecs comme des échecs, c'est-à-dire comme je dois tourner la page, mais je vois ça comme une possibilité d'apprendre, de rebondir et d'être plus forte. Et je pense que, alors je pratique beaucoup de sports outdoor. Ça peut être la rando, l'escalade, le kitesurf, le parapente. Et alors t'échoues tout le temps. Quand en kitesurf, tu dois faire un water stop, je te dis au début, tu te prends des gamelles dans l'eau et tu dois recommencer. En fait, si tu trouves que c'est un échec à chaque fois et que l'échec ça te bloque, en fait, tu recommences pas. C'est pareil avec le parapente. Je me suis foulé la cheville, je me suis pété le coccyx. Heureusement que c'est pas grave, je continue, tu vois. Et ça permet d'apprendre et puis d'apprendre de ses erreurs et de faire mieux. En tout cas, d'essayer de faire mieux. Ouais, mais t'as quand même un rapport à ça qui est quand même plutôt sain et tu rebondis et tu t'arrêtes pas sur ça. Je trouve ça hyper intéressant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu un peu la même situation que toi, surtout qui peut-être travaille énormément, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as énormément bossé du lundi au dimanche, mais qui en fait ne voit même pas ce qu'il est dans cette période-là, ne voit même pas qu'il sort pas la tête de l'eau et que c'est juste too much pour lui. En fait, parce que toi, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de passion à côté, beaucoup d'hobbies et beaucoup de loisirs. Est-ce que pour des personnes qui en ont peut-être moins, forcément, on s'en rend pas compte qu'on bosse beaucoup, par exemple. Et quel conseil tu pourrais donner pour un peu sortir de la tête de l'eau et se dire est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, tu vois ce que je veux dire de travailler autant pour ce que ça me rapporte en fait. D'avoir justement le conseil que je peux donner, c'est justement d'avoir des activités, de chercher une activité qui te plaît en fait. Tu vois, moi en fait, si je reste chez moi le week-end, je bosse. Donc le fait de faire des activités outdoor, ça me plaît énormément. Quand je suis en nature, je me sens à ma place. Ça me ressource, mais ça me permet aussi d'avoir des moments de coupure. Sinon, j'aime mon travail. Donc du coup, je le fais et je pense que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat aiment ce qu'elles font. Sinon, on se lance pas là-dedans. Puis on a toujours un milliard d'idées, on veut tester, on veut réussir. La réussite, tu vois, il y a peu de temps, je me suis posé la question, c'est quoi la réussite pour moi ?
Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en fait, je vise pas 1 million, en fait, je m'en fous. Si je le fais, c'est bien, mais c'est pas ça. Enfin, je suis pas drivée par 1 million. En fait, si tu t'es drivée par un chiffre d'affaires, le jour où tu l'atteins, qu'est-ce qui te reste, en fait? Enfin, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais tu vois, je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui te drive en dehors de ton travail. C'est pas forcément des activités outdoor, ça peut être de faire du bricolage, du jardinage, du tricot, tes enfants, lire, peindre, je sais pas, avoir un podcast, peu importe, mais quelque chose qui te fait te ressourcer à côté et te mettre des plannings, tu vois, t'obliger. Le fait d'être en couple, bah ça m'aide aussi. Tu vois, mon mec a pris une année sabbatique entre bah, justement 2022-2023. Je continue à bosser à côté, mais j'avais moins de temps forcément. Je vais pas bosser 80 heures dans la semaine alors que lui, bah, il est là à côté. Ouais. Et donc ça aussi, cette contrainte, si je puis dire, c'est pas une contrainte parce que c'est plutôt un avantage. Mm. Quand tu limites ton temps de travail, bah tu te rends compte que tu fais autant, voire même mieux. Et en plus de Ouais. ça, t'es mieux dans ta tête et t'es plus efficace au travail parce que tu t'es ressourcé. Donc voilà, faites ce qui vous plaît. Très bon conseil, merci. Je voudrais rebondir aussi, Ludivine, sur ce que tu disais. Donc, tu arrives à remplir tes formations. Qu'est-ce qui a fait aussi le succès de cette entreprise-là? Enfin, tu peux dégager cette image de réussir beaucoup de choses de ce que tu entreprends aussi, hein, mais c'est beaucoup de travail derrière. Il y a eu des moments, comme tu l'as dit, plus clivants, plus challengeants. Mais j'ai quand même l'impression que sur cette partie devenir travel planner, lancer tes formations. Tu as déjà eu 9 personnes à la première cohorte. Euh, Justement, je pense que ça peut intéresser notre cible, qui est plutôt une cible justement de personnes qui font de l'infoprenariat ou qui vendent des formations en ligne. Qu'est-ce qui fait le succès d'un lancement ou comment tu fais pour toi remplir tes formations et avoir justement la réussite presque à tous les coups? Comment tu communiques? Enfin, dis-moi un peu ta recette miracle. Il y a pas des... Alors, je réussis pas à tous les coups. Il y a des trucs que j'ai testé et ça marche pas. Hein. Tu vois, même dans le voyage, j'organisais des séjours de groupe, tu sais, auxquels tu peux t'inscrire Ouais, à des dates fixes. Ah, il y en a plein qui fonctionnaient pas. Hein. J'ai aussi lancé des trucs ouais. enfin des offres, des petites offres en formation qui n'ont pas fonctionné de ouf. Hein. Mais en tout cas, je pense que ce qui est hyper important dans n'importe quel projet entrepreneurial, dans la formation ou autre, c'est de se préparer assez en amont en fait. C'est de se préparer, c'est de communiquer suffisamment, et puis je pense d'être cohérent avec ce que tu proposes. Tu vois, ce qui plaît de ce qui ressort, de ce que les personnes qui me contactent me disent, c'est que il y a des valeurs derrière ce que je fais. Je me suis pas dit je fais de la formation parce que je veux gagner ma vie, tu vois. En fait, j'aurais pu faire plein d'autres choses. J'aurais pu faire du marketing, faire de la vente, j'adore ça, voilà. Mais en fait, l'idée derrière cette formation, c'est de contribuer à ma façon à, c'est peut-être idyllique, utopique, de changer à ma façon notre façon de voyager, de proposer des alternatives à nos modes de voyage. Et ça, les valeurs, c'est ce qui plaît aussi aux personnes qui rejoignent ma formation. Il y a le fait que ce soit Hmm. cohérent aussi dans mon parcours. Ça fait pas 6 mois, ça fait pas 1 an que je suis travel planner, ça fait depuis 2018, donc ça aide. Il y a un parcours aussi dans le tourisme. Tu vois, j'ai monté mon agence et j'ai pas honte de dire que j'ai arrêté mon agence, d'en parler librement. Il y a aucun souci parce que c'est ça aussi qui fait la richesse d'un parcours, c'est ce que tu réussis, ce que tu échoues et les leçons que t'en tires. Donc, pour répondre sinon plus concrètement à ta question, je pense que ce qui fonctionne pour moi, c'est déjà la préparation, les actions de communication que je fais, et il y en a beaucoup, c'est énormément de travail, la cohérence, les valeurs. Et un cinquième point, c'est la passion de ce que tu fais, l'envie vraiment, tu vois, d'aider, moi, ma formation, le socle est le même, mais l'écosystème et tout ce que je crée autour a constamment évolué. Et ça évoluera encore, positivement. J'espère, en tout cas. J'ai l'impression aussi qu'au-delà de tout ça, tu as partagé quelque chose de hyper important. Donc, tu parles de tes valeurs qui sont très importantes. Et j'ai l'impression que ton why, il se situe, tu sais, ton pourquoi, il se situe beaucoup plus sur, c'est en fait, j'inculque aux travel planner
comment on voyage de façon différente aujourd'hui, ben en fait tu peux impacter à plus grande échelle que si tu le fais toi toute seule avec ton agence de voyage. Et j'ai l'impression que ça c'est hyper sous-coté en plus déjà comme tips, comme why, comme valeur, que hein, en fait si on forme d'autres personnes à nos propres valeurs qui sont des valeurs saines et bien pour le monde et pour enfin avancer dans le monde de façon positive, je trouve que ça c'est un why hyper important. Donc clairement bravo, et t'as des belles valeurs et ça se ressent. Et en plus enfin t'as aussi la valeur travail, j'ai vraiment l'impression. Et toutes ces actions que tu mets en place, c'est clair que tu fais pas 2-3 stories pour dire j'ouvre une nouvelle cohorte et ça marche. Je suis sûre qu'il y a tout plein de choses que tu mets en place. Tu parlais de mentors aussi à un moment donné. Est-ce que tu as des références de gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours au quotidien pour oser te lancer, oser faire des choses, oser voir les choses différemment aussi dans ton quotidien? Ça serait qui ou quoi, ou un livre, ou le mentorat ne s'arrête pas seulement à une personne vivante ou morte, mais... Ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Ça va être, tu vois, les podcasts que j'ai pu écouter. Je crois que j'ai commencé à écouter des podcasts 2018 ou 2019. Et d'ailleurs, je me rappelle les 2 premiers podcasts que j'ai écoutés, c'est celui de Aline de The Bee Boost et Clotilde Dussoulier de Oui Change Ma Vie. Et c'est marrant parce que maintenant, je fais partie d'un mastermind dont elles font partie. Alors, plus high level que moi, mais c'est marrant. Ouais. Ce sont des personnes qui m'ont inspirée aussi, de par leur parcours, ce qu'elles diffusent, leur évolution aussi. Dans la partie entrepreneuriale, il y a aussi, j'ai beaucoup écouté le podcast de Pauline Ennio, qui m'inspire aussi beaucoup à travers le parcours de ses invités, les leçons, son propre parcours. Je suis d'accord. Justine Hutto, j'imagine que tu connais, beaucoup aussi, tes auditeurs connaissent, par voilà son... je peux pas dire son ascension fulgurante parce qu'il y a énormément de travail aussi derrière, mais par tout ce qu'elle met en place, par son énergie, par ses valeurs. Là, il y a beaucoup de valeurs. J'aime beaucoup les projets qui sont portés par des valeurs. Ça, c'est important, l'authenticité pour moi. Et ça en fait partie. Donc voilà, il y a pas mal de personnes. J'ai eu un mentor. Alors en fait, c'est quand j'ai lancé l'agence et la marketplace, j'ai participé à un événement organisé par la jeune chambre économique de ma ville, donc qui était Nice à l'époque. Et en fait, pendant 2 jours, c'était 2 jours. En fait, on a eu des intervenants qui sont venus nous faire des présentations, je sais pas, experts comptables, juristes, etc., marketing. Et puis en fait, à la fin, on devait pitcher notre projet. Oh, j'étais en stress. Là, j'aurais bien aimé te connaître, Fanny. Donc, c'était la première fois. Et en fait, à la fin, on nous attribuait un mentor. Donc, mon mentor, c'est Luc. Je suis toujours en contact avec lui. L'idée, c'était de l'avoir pendant, je sais pas, 3-4 séances. Et en fait, on est toujours en contact. Tu vois, on a échangé la semaine dernière. Maintenant, il vit à Taïwan. Et lui, il travaille dans, on va dire, le consulting à l'international. Il aide des entreprises à s'implanter en Asie. Donc lui aussi, ça fait partie des personnes qui m'ont inspirée. Mon papa, entrepreneur aussi. Donc voilà, c'est tout plein de personnes finalement qui m'inspirent, et je dirais aussi, mais aussi et surtout mes clients, mes clientes. Parce qu'il y a toutes ces personnes qui nous nourrissent, alors les entrepreneurs, les bouquins qu'on va lire, les formations, etc. Mais en fait, mes clients, ça reste ma première source d'inspiration parce que c'est pour elles et eux que je fais des choses au quotidien. Trop important. Cool. Trop cool, Ludivine, ouais. Tu parlais justement de mastermind que tu as rejoint. Quel est ton rapport à investir sur soi, investir dans son business? Quelle place ça a pour toi? Quel budget tu attribues à ça? Enfin, quel pourcentage de ton chiffre d'affaires tu attribues à ton développement? Parce que le mastermind que tu as rejoint, c'est quand même un certain coût, c'est plus de 5 chiffres. Du coup, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? C'est primordial ou c'est juste parce que là, t'en avais besoin en ce moment, ou c'est quelque chose que depuis le début, tu fais? Non, je fais pas ça depuis le début. Déjà, quand j'ai créé ma boîte au début, j'avais pas trop d'argent. Enfin, tu vois, j'avais mes petites économies. Et puis voilà, à cette époque-là, alors, tu vois, c'était 2019, 2018, 2019. Il y avait quand même moins tout ce qui existe aujourd'hui. Je me suis toujours quand même plutôt sentie seule en tant qu'entrepreneur.
Autour de moi, j'ai mon papa, comme je te disais, mais alors mon papa, il m'a jamais donné de conseils sur ma boîte. Du coup, il m'a dit, bon, ton truc, j'y crois pas. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais tu vois, voilà, c'était pas forcément un grand soutien sur ce côté-là, en tout cas. Et donc, je me suis quand même plutôt sentie seule, souvent, en fait, en tant qu'entrepreneur. J'avais un peu du mal, tu vois, à trouver des business friends, parce que je travaillais beaucoup, en fait, j'avais pas le temps, puis tu sais, d'aller boire des cafés avec des gens, j'ai pas le temps, en fait. Et donc, en fait, l'idée de rejoindre ce mastermind, c'est déjà de pouvoir être aux côtés d'autres entrepreneurs. En plus de ça, le mastermind que j'ai rejoint, du coup, on est dans le même secteur d'activité, donc on fait tous de l'infoprenariat. Donc, on a potentiellement tous les mêmes problématiques quand même. Et je le vois, c'est un super investissement. Je regrette absolument pas. Alors au début, quand j'ai su le coût, je dis bah non, c'est quoi ça? C'est vraiment trop important. Je savais pas que c'était possible de mettre autant d'argent dans un mastermind. Et puis finalement, je me suis dit, bon, j'ai échangé avec certaines personnes, j'ai vu un peu ce qui existait, et je me suis dit bah c'est un risque à prendre. Mais est-ce que j'accepte de le prendre ou pas? Quels sont finalement, toi, j'ai pesé un peu le pour et le contre, et le pour a été plus fort que le contre. Et là, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir rejoint ce mastermind, parce que je trouve que j'avais besoin, c'est-à-dire être entourée d'autres entrepreneurs, certains, pour la plupart, hein, qui sont beaucoup plus avancés que moi. Je me sens un peu toute petite parfois, tu vois, mais c'est génial. En plus, voilà, je passe pas mon temps sur Instagram. Alors, il y en a plein que je connaissais même pas. C'est un peu la honte, mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour apprendre. Et puis voilà, je me sens soutenue. Je me ressource beaucoup grâce à ça. Et donc, pour répondre voilà, à ta question, c'est pas quelque chose que j'ai fait dès la base. On va dire, j'ai commencé quand même à me faire coacher à partir de 2021. Ouais, 2021. Donc, tu vois, la 3e année. Et puis voilà, c'est fait petit à petit, en fait. Et quel pourcentage t'alloues à ton développement là, notamment avec ce dernier investissement comparé au chiffre d'affaires que tu fais? Parce que c'est toujours intéressant de savoir, de se dire, ok, en fait, un entrepreneur, pour en arriver là où il en est, il investit aussi tant sur lui, quoi. Ouais. Là, c'est un gros investissement, c'est une grosse part. Tu vois, on est à peu près à 10-15%. De ton CA, ouais. Ouais. C'est beaucoup, mais en fait, plus tu fais évoluer ton chiffre d'affaires, plus la part sera réduite, quoi. Oui. Et encore 10-15%, ça va. Moi, j'ai envie de te dire que je crois que l'année dernière, j'ai dû investir 35-40% de mon chiffre d'affaires moi, je suis en permanence. Mais bon, ça, c'est moi, tu vois. Toi, tu dis, tu regardes pas trop ce qui se passe à droite à gauche. Moi, je regarde beaucoup trop ce qui se passe à droite à gauche. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant. Moi, je suis toujours en mode rejoindre un séminaire, un événement, une conférence, acheter la formation d'un tel, j'aime bien. Alors pas trop non plus, je pense que je choisis bien, mais c'est vrai que c'est une part importante pour moi aussi, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir. En tout cas, Ludivine, ouais, dis-moi. J'ai quand même avant, je te disais, c'est vrai, on parle d'investissement. Il y a eu du coaching que j'ai fait, mais j'ai aussi investi dans des formations avant. Ouais. Tu vois, à partir de 2020, 2021, donc c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des formations qui me tentent des fois. Tu sais, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Mais je me dis non. Est-ce que j'ai le temps ou pas de la suivre? J'ai pas le temps, je vais pas l'acheter. Sinon, sinon t'arrêtes pas, quoi. Moi, je me dis, j'ai pas le temps, mais quand même. C'est pas grave, ça se casera la nuit, quoi. Ouais. Bon, ouais, non, ça, je me fais un peu engueuler par mes thérapeutes sur ça, qu'il faut que je me calme. Merci Ludivine pour ton temps. Cet échange était incroyable, était trop bien. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel? C'est le nom de mon podcast et je pose cette question à tous mes invités. Où en es-tu dans la révélation de ton plein potentiel, toi, aujourd'hui? Non, pas encore. J'ai pas révélé toutes mes cartes. Donc pas tout mon potentiel. Puis je sais même pas finalement en fait quel est mon plein potentiel aujourd'hui. Je le sais pas. Je le saurais. Je vais dire un truc horrible, mais sur mon lit de mort. Je suis d'accord. Donc écoute, je suis en cours. En tout cas, ce que je fais au quotidien, ça me fait, voilà, ça me plaît, ça me fait kiffer. Voilà. Donc déjà, je sais que c'est la première étape pour pouvoir
finalement révéler son potentiel et je suis en cours. Merci Ludivine. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi? Un peu partout. Non. Alors, sur LinkedIn pour le côté plus professionnel, Instagram, alors ça dépend. Happy Trek pour le côté voyage, devenir travel planner pour le côté formation. Voilà, c'est déjà pas mal. Ou sur le podcast. D'ailleurs, si vous voulez venir écouter l'interview de Fanny, c'est sur Nouvelles Impulsions au pluriel. Ouais, merci beaucoup. Ton podcast, je mettrai le lien aussi dans la biographie de cet épisode. Merci Ludivine pour cet échange. Merci à toi, Fanny. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.